En effet, j'ai travaillé pendant 4 ans sur cette question de prospective. C'est une démarche qui ne s'impose pas naturellement aux organisations, dans la mesure où ces dernières, individus comme entreprises, ont souvent un horizon de beaucoup plus court terme. Les systèmes d'incitation sont souvent tournés vers le passé, à un horizon d'1 an maximum. Lors de mes interventions pour ces entreprises, j'ai travaillé sur des périodes beaucoup plus longues, d'une vingtaine d'années. Ça peut paraître important, mais c'est en fait la durée nécessaire sur des cycles industriels comme l'exploration de matières premières, pétrolières, ou la découverte de molécules, de nouveaux médicaments dans l'industrie pharmaceutique. Par exemple, dans le transport aérien, je suis intervenu pour la SNECMA qui développe des moteurs d'avion. Et ces moteurs sont par exemple conçus sur une durée d'une quinzaine d'années, puis ensuite vendus sur 25 ans et ensuite exploités par les compagnies aériennes sur 30 ans. Donc les durées sont par nature extrêmement longues. Par ailleurs, la démarche prospective pose un certain nombre de problèmes, des biais cognitifs, des biais institutionnels qui empêchent les individus et les organisations de se projeter vers l'avenir. Sur les biais cognitifs, on peut citer par exemple le biais d'ancrage, qui consiste à remettre en cause des informations qui vont à l'encontre de nos croyances, de nos certitudes. L'habitude d'avoir raison, qui consiste, par les succès passés, à reproduire toujours les mêmes recettes. C'est d'ailleurs pour ça que le PDG d'Intel, Andy Grove, lors de ses élaborations des visions futures de l'entreprise, a dit « Seuls les paranoïaques survivent ». Ça veut dire qu'il faut être capable de remettre en cause les certitudes et de s'affranchir du passé. Les biais institutionnels sont également nombreux. On parle d'isomorphisme institutionnel, avec du mimétisme, avec des comportements moutonniers qui s'imposent aux entreprises. J'ai par exemple travaillé sur les industries de la photographie. Et dans ces industries, on s'aperçoit que le pixel, la résolution d'une photo, est longtemps restée une variable de concurrence clé. Alors que d'autres ruptures arrivaient et remettaient en cause la photo traditionnelle, notamment avec la capacité à poster les photos sur Internet. Donc la prospective n'est clairement pas une démarche naturelle. Oui, alors les signes noirs ont été décrits et popularisés par Nicolas Taleb, un ancien trader devenu philosophe et épistémologue. Il s'intéresse à ces aberrations, ces phénomènes imprévisibles à impact très fort sur les sociétés et les organisations. Les signes noirs sont extrêmement nombreux dans un monde qui évolue en permanence, qui change, avec des ruptures qui peuvent être autant de surprises stratégiques pour les organisations. Et donc ces signes noirs doivent être, sinon anticipés, en tout cas doivent être démystifiés pour perdre de leur ampleur et de leur impact sur les entreprises. On peut par exemple penser, dans le cas du pétrole, à un baril très peu cher qui s'impose à tous les acteurs de l'industrie. Dans la pharmacie, on peut penser à ces nouveaux acteurs comme Google, comme Apple, qui viennent jouer dans le bac à sable des industries traditionnelles. Dans l'automobile, on peut penser aux véhicules autonomes qui remet en cause un certain nombre de certitudes dans la conception même des véhicules. Donc ces signes noirs doivent être traités et doivent être anticipés par les entreprises. Au-delà de l'anticipation, il faut même les provoquer, être capable d'être proactif. C'est-à-dire déclencher ces signes noirs à travers des prophéties qui peuvent devenir autoréalisatrices. On peut penser évidemment à Intel, encore une fois, qui a su émettre cette loi de Moore disant la puissance des microprocesseurs va doubler tous les 18 mois. Évidemment, ce n'est pas une loi technologique, c'est juste un rythme d'évolution qui convient à Intel et qui lui a permis de contrôler l'évolution temporelle de son industrie. Alors, les signaux faibles sont finalement des signaux d'alerte précoce qui permettent de se préparer aux surprises stratégiques. Lors de l'étude de plusieurs cas, Orange, Morpho, Héraclès, Safran, Renault, j'ai pu étudier ce processus de captation, de sélection et de diffusion des signaux faibles. Dans un premier temps, il convient, un peu à la manière d'un tamis de repérer les signaux qui émergent du marché. Ensuite, il faut être capable de les analyser, de faire émerger les signaux les plus importants, de reconstruire le puzzle qui permet d'avoir une image fiable de l'avenir. Et ensuite, il faut être capable de les diffuser, de les répandre, de les partager, de créer du sens au sein de l'organisation. Il y a un exemple historique de l'histoire militaire qui est éclairant, c'est celui de Pearl Harbor, qui est resté comme un bon exemple
surprise stratégique. Alors pourquoi est-ce que Pearl Harbor n'a pas été anticipé par les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale? La première hypothèse réside dans un problème de captation, cette incapacité à capter les codes secrets envoyés par les Japonais. La deuxième hypothèse réside dans un problème d'analyse, l'incapacité à faire émerger ce signal comme étant important. Et la troisième hypothèse réside dans un problème de diffusion, la volonté délibérée peut-être du gouvernement de ne pas transmettre ce signal aux forces américaines pour justement avoir ce prétexte permettant l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de l'Europe.